Bonjour les rediffusés, bienvenue dans ce quatrième et peut-être dernier épisode, enfin dernière session consacrée à une histoire de genre de Lexi. On va terminer la petite partie qui nous reste de la dernière fois sur anatomie de la transphobie et ensuite on va partir sur visibilité et représentation. Voilà. Ok, donc récent, ouais, récent, mais il y a peut-être des représentations qui n'ont pas encore été incluses parce que pas sorties à l'époque. Ceci est mon espoir qu'on s'est amélioré en 5 ans. Oui. Après, améliorer, oui. Mais je pense que les problèmes qui seront soulevés seront toujours d'actualité. Hein. Même si il y a sans doute plus de représentation et mieux, je pense qu'il y a toujours les mêmes problèmes de représentation. Alors soit pas de représentation du tout, soit des personnalités dans les médias ou alors des personnages trans qui sont là pour être des tokens en fait. Et donc qui sont instrumentalisés plutôt que d'être présentes parce que voilà. C'est écriture inclusive. Bah là, c'est sûr effectivement la transphobie. Donc je sais pas en ce qui concerne les alliés, mais ce livre est vraiment très utile pour les personnes alliées. Hein. Je vous conseille vraiment de le lire parce que je vous remontre le chapitrage, mais ne serait-ce que celui sur le vocabulaire, il est super, je trouve. Si c'est des questions que vous n'avez pas l'habitude d'aborder et que vous avez besoin d'employer les bons mots, de pas dire n'importe quoi. Le premier chapitre était super aussi. Enfin, vraiment, je vous le conseille tout entier. Hein. Je vous le conseille tout entier. Vous voyez, tous les chapitres, je pense, sont utiles pour tous. Hein. Voilà, j'ai pas lu tous les chapitres. Je le répète, pas parce qu'ils étaient pas intéressants, hein, mais parce qu'en fait, c'est pas cool de lire un livre en entier. Donc voilà, on s'était arrêté sur un chapitre fort important mais fort lourd, hein, avec tout ce qui était propos injurieux, menaces, etc. Et on a parlé suicide, on a parlé, etc. Hein. Toutes ces violences que les personnes trans peuvent... auxquelles les personnes trans peuvent faire face. Et là, on est sur ce petit chapitre. Quelle place pour les alliés? Ouais, il est vraiment très très cool. Il y a aussi... mais je pense qu'on va pas le lire parce que ça fera sans doute redite. Ceci n'est pas un livre sur le genre. De Morgan et Lucas. Je vais vous le partager, j'arrive. En plus, ils sont sortis chez des maisons d'édition qui font beaucoup de tirages et qui vous permettent aussi de les avoir en poche pas trop cher. Genre là, c'est chez Marabout. Le poche, il coûte 8,50. Et celui de Morgan, je sais pas s'il est sorti en poche encore. Il est sorti chez Les Insolentes. Voilà, si vous voulez checker. Ouais, celui-ci, il est à 17,99. Je pense qu'il n'est pas encore sorti en poche. Mais... Ah non, 17,99, c'est le format numérique. Le format papier est à 26. Et voilà. Il y a quoi là dans les chapitres? Défaire le genre, assignation et éducation genrée, la langue comme outil de domination et lutte, ça on en a parlé un petit peu, le masculin comme norme, injonction à la virilité. Il a l'air super intéressant, on pourrait lire d'autres chapitres remarqués. Lire d'autres chapitres que ceux qu'on a déjà lus.
injonction à la féminité, on pourrait lire par exemple celui sur le masculin comme norme, sur l'injonction à la virilité, sur l'injonction à la féminité. Et peut-être la partie 1 sur défaire le genre. Mais ça, on l'a déjà évoqué dans celui-ci. À voir. Parce que j'aimerais lire plusieurs livres dans ce thème. Donc, pourquoi pas. Alors, quelle place pour les alliés? Le terme allié est utilisé en contexte militant et autour des questions sociales. Autour des questions de genre et spécifiquement des transidentités, les alliés sont des personnes cisgenres s'impliquant activement pour appuyer les revendications des personnes trans, pour changer les normes qui leur ont été apprises, la cisnormativité, la transphobie, etc. Bref, des personnes qui s'éduquent et agissent pour cette cause qui n'est pas la leur. Le fait d'être allié n'est pas exclusif à la communauté trans. Une personne blanche peut être alliée aux personnes racisées également. Le fait d'être allié, c'est en fait reconnaître à la fois ses privilèges et la légitimité des personnes concernées sur certains sujets sont un moyen d'action et un outil dans l'inversement des dynamiques de pouvoir pour atteindre une égalité. Être allié est une position exigeante qui ne laisse pas place à l'ego et demande une remise en question constante. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Les alliés ont un rôle actif à jouer face à la transphobie qui passe par des choses très concrètes. Donc là, vous allez avoir une liste de choses très concrètes que vous pouvez faire. Verbaliser le plus possible. Quoi? Ses privilèges en tant que personne cisgenre. Son refus d'accepter la transphobie dans des conversations que l'on peut avoir avec des tierces personnes et dans l'espace public. Son soutien bienveillant. C'est hyper important ça. Se montrer empathique. C'est certainement l'un des premiers rôles de l'allié car la bienveillance manque trop souvent. Comment vas-tu? Quoi que tu subisses, sache que tu ne le mérites pas, je te vois, je te crois. N'hésite pas à me parler si tu en as besoin, je t'écoute, ton identité est légitime. Ça n'est jamais simple de parler, d'exprimer de façon si ouverte des émotions. Dépasser les tabous culturels autour des sentiments est utile. Autant aux personnes trans, dont la solitude dans la société cisgenre est souvent étouffante, qu'aux personnes cisgenres elles-mêmes. Apprendre à parler librement de belles choses est profondément thérapeutique et créer une dynamique positive. Il s'agit au fond de créer un safe space, un espace émotionnel bienveillant et sans jugement pour la personne qui subit la transphobie, un refuge. Apprendre quels mots utiliser et lesquels sont prohibés. Pour cela, bien sûr, je vous renvoie au chapitre Avoir les bons mots, qui était vraiment très intéressant. Cela peut commencer par le fait de se définir soi-même en tant que personne cisgenre comme cisgenre. Non seulement il s'agit de se décrire objectivement, mais aussi de montrer une conscience de la diversité des vécus de genre, ce qui est souvent rassurant. Avoir les bons réflexes, comme demander quel est ton ou tes pronoms, et donner les siens quand on est cis. La question posée telle qu'elle est intégrée dans la communauté trans pour ne pas juger du pronom et donc du genre de la personne d'après son physique, afin d'éviter de se méprendre de mégenrer une personne, ce qui est une violence. Alors oui, ce réflexe vous exposera à des regards étranges dans des situations où il y a une majorité de personnes cisgenres, mais il s'agit de créer des nouvelles dynamiques autour du genre. Il est temps d'arrêter de croire que les genres se voient de façon systématique, d'en faire un non-sujet. On vous demandera peut-être pourquoi cette question, on vous dira peut-être qu'elle est ridicule, ce sera l'occasion d'expliquer, de faire de la pédagogie et de répandre les réflexes inclusifs. Se renseigner et s'éduquer. Les sources existent. Des sites associatifs, des réseaux sociaux, des podcasts, des films, des livres. Je concède qu'il faut savoir ce que l'on cherche pour trouver et qu'une grande partie du contenu concernant les transidentités est d'une qualité plus que critiquable, mais lorsque cette volonté d'apprendre est motivée par la proximité d'une personne trans dans son entourage, l'accès à ces sources est plus simple. Une petite astuce est de chercher d'abord des associations pour les personnes trans et de voir ensuite quelle documentation celles-ci proposent. Il y a un vrai réseau dans les outils pédagogiques qui facilite grandement la tâche une fois que l'on a mis le doigt dessus. Je recommande aux alliés de mener cette éducation par eux-mêmes plutôt que de faire reposer la pédagogie sur les épaules de personnes trans qu'elles connaissent. Cela peut leur créer une vraie charge mentale. Les personnes trans n'ont pas à être des encyclopédies au service des personnes cisgenres. D'autant que, souvent les questions dérivent rapidement sur des aspects très intimes et que cette mission pédagogique imposée l'est dans tous les contextes, y compris les moins adaptés. Il est essentiel de s'éveiller à des questions sociales trop négligées et d'en faire profiter le plus grand nombre. Repartager les sources, les articles, les podcasts, les témoignages.
parler de ces problématiques. Attention, il est absolument crucial de ne pas parler pour, mais de parler de. D'où l'importance de ne pas s'avancer sur certains aspects, tout en se référant à des sources spécialisées. Être allié 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Parce qu'on en connaît des gens qui sont alliés publiquement quand il s'agit de se faire mousser, mais qui, dans le privé... Bref. C'est un engagement systémique pour détruire une discrimination systémique. Il n'y a pas le choix de défendre des personnes trans dont l'identité et ou l'expression de genre entrent dans un cadre binaire confortable et habituel à un regard cisgenre. Il n'y a pas à donner son avis sur la nature transphobe d'un événement ou non. Quand une personne trans parle de ses expériences, il n'y a pas à commenter les réactions d'une personne trans face à la transphobie. De même, des alliés qui s'engagent auprès de la communauté trans seront amenés à être témoins de la colère de personnes trans contre le système discriminant qui exclut, qui ignore, qui stérilise. Dans les discours militants, la sociologie est convoquée. Dans tous les cas, il y aura clairement des discours soulignant la responsabilité, la colère, parfois avec ironie, parfois avec un ton grinçant. Il est important de ne pas tomber dans le not-all cis, un équivalent du not-all men qui est opposé dans le féminisme au discours parlant de la sociologie des comportements cis masculins. Être allié, c'est un choix, c'est une décision individuelle. Vous échapperez toujours à la transphobie et c'est une chance. Vous avez cependant un rôle à jouer. Questionnez vos idées, écoutez nos vécus. Refusez que ce que vous entendez ou entendrez doivent être une forme de normalité. Nous avons aussi besoin de vous. Luttez aussi contre l'enbiphobie. Notre distingué lectorat aura peut-être remarqué que depuis le début de ce chapitre, quand il s'agit de parler de transphobie, je n'ai pas précisé systématiquement quelle personne trans elle concerne, tout simplement parce que, binaire ou non, nous la subissons. Il n'y a pas de hiérarchie à mettre en place, mais constatez que oui, le patriarcat et le sexisme nourrissent la transphobie à part égale, pour une personne trans binaire ou une personne non binaire. Mais il existe une subtilité sociologique qui cible de façon spécifique les personnes non binaires. Je tenais à terminer ce chapitre sur ce point car trop souvent, la visibilité et l'éducation concernent une transidentité, celle des personnes binaires. Notre communauté est bien plus nuancée et riche. La youtubeuse Brieuc, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, dont la chaîne Bric-à-Brac de Brieuc est une mine d'or pour quiconque souhaite apprendre, a dédié une de ses vidéos à l'enbiphobie. Ce terme doit désigner les violences systémiques spécifiquement dirigées contre les personnes non binaires. Il existe un débat complexe sur l'existence de l'enbiphobie et sur les frontières floues entre celle-ci et la transphobie. Les deux discriminations se chevauchent, mais l'enbiphobie existe bel et bien. Je vais mettre le lien de cette chaîne. Aouh! Excusez-moi, j'avais oublié qu'il y avait la cam juste ici. Sorry. Oh, je vous ai secoué. Hop là. Alors. YouTube. Bric-à-brac de Brieuc. Ça n'existe plus? Je tombe que sur un mec qui fait des pompes là. Je trouve pas la chaîne, dis donc. Je vais mettre les sirets. Brica. Brac. De Brieuc. Pardon. C'est quoi ça? Eh bien non.
Eh ben, je ne peux pas vous partager la chaîne, car je ne la trouve pas. Toutes mes excuses. Alors, les personnes non-binaires ne sont ni des hommes ni des femmes. Sur le plan strict du rapport au genre, une personne non-binaire est trans. Dans les luttes politiques médicales, c'est la transphobie qui prend le dessus et qui inclut dans les violences qui sont soulignées les personnes non-binaires. Binaire ou non-binaire, la question des papiers est la même. Les dangers à sortir une carte d'identité mentionnant un genre qui n'est pas le vôtre exposent aux mêmes violences. Binaire ou non-binaire, nous subissons les mêmes systèmes. Le même système cisgenre. Le milieu médical est effrayant et ne sait pas répondre à nos besoins efficacement. Il y a une proximité, un besoin que toutes les transidentités soient unies et se comprennent mutuellement. Pour autant, il y a des différences. Dans l'accès aux transitions, une personne qui vit un genre binaire, donc proche des structures identitaires dans lesquelles les personnes cisgenres s'inscrivent, sera systématiquement mieux reçue qu'une personne non binaire. Il y a d'ailleurs un besoin de réforme dans cet accès à la transition qui est souvent purement et simplement refusé à une personne non binaire, principalement au sein de la SOFECT. Les arguments sont ceux d'une confusion des personnes non-binaires qui seraient hors de tout ordre social et pour qui l'accès à l'accompagnement médical ne peut être viable. En effet, les équipes de la SOFECT attendent, pour permettre une transition, d'être assurées de la stabilité entre guillemets de la personne qui fait la demande. Les personnes non-binaires sont automatiquement étiquetées comme instables. On voit ici une forme de discrimination spécifique aux personnes non-binaires du fait de leur non-binarité. C'est l'enbiphobie. Elle se retrouve aussi dans la différence de regard et de remarques par la majorité des... Il y a une caméra, mon chat. Wow, wow, wow. Allez, pose-toi. Elle se retrouve aussi dans la différence de regard et de remarques par la majorité cisgenre sur les différentes identités trans. En effet, une personne transbinaire verra son genre nié. On cherche à la ramener à son assignation de naissance. On voudra démontrer qu'elle n'est pas une vraie femme ou un vrai homme. Les personnes non-binaires doivent faire face à une sorte d'impossibilité fondamentale de théoriser leur identité. Le terme même de non-binarité n'est pas connu, bien moins que celui de la transidentité. Et plus encore que pour les personnes transbinaires, il y aura une négation et un mépris, une moquerie pour la possibilité même d'une identité qui n'est pas présente dans nos structures socioculturelles occidentales, ou plutôt qui n'a jamais été rendue visible et intégrée. Il y a d'ailleurs une trace d'un ethnocentrisme puissant. Cette absence des personnes non-binaires dans notre paysage culturel n'est pas une norme humaine, mais occidentale. Polynésie, Mélanésie, Amérique du Nord, Amérique centrale, Inde, autant de régions où vivent des sociétés qui se sont formées sur un schéma social incluant plus de 2 genres. L'enbiphobie est aussi cette volonté et ce contexte intellectuel d'absence de théorisation de la non-binarité. Allez, pousse-toi, mon chat. Tu peux te poser, t'as le droit. Faut juste pas que tu te mettes sur le livre. Sinon, je peux pas lire. Ok? Ouais? Ta petite poitoune, là. Bah oui. Boop. 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 Au sein de la communauté trans, l'enbiphobie existe. La majorité la plus visible de notre communauté se rattache à des structures binaires. Comme tout le monde, nous vivons dans une société construite sur la binarité, et de fait, il existe une frange qui revendique la binarité comme seule vraie structure. L'enbiphobie existe. Elle reflète aussi des dynamiques de majorité-minorité dans notre propre communauté et le besoin d'une visibilité pour la diversité des identités de genre. Ah, on me vole mes stylos. Ça va, non? Le mec me vole mes stylos. Ça va pas ou quoi, mec? Du coup, il bouge plus. Ouais, mais c'est bon. C'est bon, j'ai arrêté de te voir, tu bouges plus. Ben, nous avons fini ce chapitre. C'était très intéressant de terminer sur l'enbiphobie. Très important. Mais oui,
Du coup, vous le voyez pas, on voit que un morceau de pâte. Un morceau de pâte. Un petit nez. Née en 1981, Parinia Charoenpol est une ancienne championne de boxe thaïlandaise. Médiatisée dans ce sport dès ses 16 ans pour ses victoires et son expression de genre très féminine lors des matchs, elle participe à l'ouverture du sport aux personnes trans à plus grande ampleur en Thaïlande, où plusieurs fédérations empêchaient leur participation. Ayant transitionné publiquement, elle a continué sa carrière sportive et a combattu en catégorie féminine sur tous les continents. Elle enseigne aujourd'hui la boxe thaï et le kickboxing et est très engagée dans la promotion du tourisme dans son pays. Hop. Transidentité autour du monde et à travers les siècles, ça, on avait déjà lu l'introduction de ce chapitre en guise d'introduction à notre stream. Hop, on va pouvoir passer à ce chapitre sur les visibilités. Je vais juste boire un petit coup. Tu fais attention à la caméra, mon chat. Hein. Ne fais pas basculer le pied. Il est accroché dessus comme ça, avec sa petite patte. Est-ce que vous aviez des questions sur cette partie, des trucs que vous vouliez dire, etc. N'hésitez pas, avant qu'on passe à la prochaine partie, et que je vois un tout petit peu moins le chat parce que j'aurai les yeux rivés sur le livre. C'est quoi, vous, les souvenirs de représentation de personnes trans dans la culture pop? Genre, est-ce que vous avez un exemple ou pas du tout? Moi, quand je pense à représentation de la culture pop, bah n'importe. Genre, tu vois, si tu devais penser à une représentation dans la culture pop ou dans le traitement médiatique, tu penses à quoi? Moi, je pense au film Danish Girl, que j'ai vu au cinéma à sa sortie. Je pense à une saison de Sex Education qui est remplie de joie trans. Il y a un épisode où vraiment elles font tous la fête et tout, enfin genre c'est trop bien. Quoi d'autre? Bah en termes de présence médiatique, là je sais pas par contre. Souvent c'est plutôt maltraité. Bah comme dans... Moi je me souviens, après j'étais petite, mais dans la toute première saison de Secret Story, il y avait quelqu'un dont le secret était « Je suis hermaphrodite ». Alors qu'en fait, on l'a lu, ce n'est pas le bon vocabulaire. Et du coup ça commence à objectifier beaucoup cette personne. Je me souviens. Voilà, je sais pas si vous aviez d'autres exemples. Et quand je pense à des films ou des choses comme ça, je pense vraiment à Danish Girl. Je sais pas si vous connaissez ce film. Est-ce qu'il y a un petit synopsis comme ça? Je m'embête pas à vous expliquer. 2015. La remarquable histoire d'amour de Gerda Wegner et Lily Elbe, née Einar Wegner, l'artiste danoise connue comme la première personne à avoir subi une chirurgie de réattribution sexuelle en 1930. Mariage et le travail de Lily et Gerda évoluent alors qu'ils s'embarquent sur les territoires encore inconnus du transgenre.
Voilà. Mais bon, je pense que si je le revoyais maintenant, peut-être qu'il y aurait des choses à redire sur ce film. J'ai zéro culture G, je regarde très peu de films et séries. Il n'y a vraiment pas de... Vraiment pas de jugement, c'est juste comme ça, avant de lire ce chapitre, on voit à quel point, déjà, c'est difficile de trouver des représentations, en vrai. C'était juste pour se questionner là-dessus, genre, quand on cherche des représentations sur ces thèmes-là, on a un peu du mal. J'ai beaucoup aimé 120 dans Squid Game 2 et 3, j'ai pas vu Squid Game. J'ai trouvé qu'on n'en faisait pas tout un fromage et ça change. Elle est trans, elle a le droit d'aller au WC femme et lâcher l'affaire. Oui, c'est ça. C'est pas un personnage, enfin juste, elle existe, elle existe. Il y a pas de, ce n'est pas le sujet. Mais c'est important les représentations comme ça, je trouve. Le reste, c'est juste développement de ce personnage sans la rendre le perso trans. Ouais, c'est bien. J'ai écouté aussi un mec trans sur YouTube parler d'elle. Il disait qu'elle n'est pas parfaite, mais bon début pour de meilleures représentations. Oui, oui, oui. Mais c'est de ouf difficile de pas trouver de grosses caricatures malaisantes. Oui, oui, hein, c'est fou, hein. C'est fou. Et puis, la plupart du temps, je trouve, en tout cas dans les années précédentes, ce qui n'est pas le cas, il me semble, dans Sex Education, mais la plupart du temps, dans ces films-là, les personnes trans ne sont pas jouées par des personnes trans. Ce qui brouille encore plus les pistes. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce sont des personnes cis qui prennent la parole pour les personnes trans. Ça pose un certain nombre de questions aussi. C'est comme les autistes joués par des neurotypiques. Oui, voilà. Ou les personnes en fauteuil jouées par des personnes valides. Allez, on y va. Visibilité et représentation de la culture populaire au traitement médiatique. 1. Des visibilités inégales. Tiens, tiens. Avant d'avoir cette grande occasion d'être publié, mon travail d'écriture était surtout restreint aux réseaux sociaux. Ceux-ci m'ont fait connaître, ce qui m'a permis de donner des conférences, de participer à des tables rondes, de parler en interview. Bref, j'ai gagné en visibilité au fil du temps. La visibilité, c'est bizarre. Enfin, c'est plutôt paradoxal. Et je ne parle pas tant de l'impact émotionnel de devenir visible. C'est étrange d'être salué et remercié en tâtant des nectarines à la supérette de quartier, mais plutôt de dynamique plus impersonnelle. La visibilité est une épée à double tranchant. Elle expose à un soutien profondément humain, autant qu'aux pires menaces physiques et violences verbales. Ce n'est d'ailleurs plus l'individu qui compte, mais l'ensemble sociologique ou les valeurs qu'elle représente. Paradoxe de cette perte de l'individu et de la volonté de trouver des porte-paroles, là où cela ne peut pas être possible. Comment se créer une visibilité ? Par les mots, nous l'avons dit. Aujourd'hui, une dynamique s'inverse lentement. Après des siècles d'une invisibilité en Occident, la communauté trans et ses membres apparaissent dans la lumière. Bien qu'encore très désincarnés, les discours se multiplient, j'en suis à la fois actrice et témoin. En 2 ans de partage presque quotidien sur Instagram, les comptes d'Adelphes se sont multipliés rapidement, mais les réseaux sociaux restent une bulle. Les représentations y sont très inégales dans leur qualité et, bien souvent, les mauvais mots restent employés. De même que les perceptions erronées dans les médias dits traditionnels et les supports artistiques et culturels largement dominés par la présence de personnes cisgenres. Une passerelle entre ces deux mondes est encore à construire pour espérer rendre viable cette visibilité à peine obtenue. Décryptons ensemble ce phénomène. Des minorités dans la minorité. Nous avons déjà vu que la communauté transgenre est un rassemblement de personnes et d'identités en fait très différentes. Dans la mesure où il existe des transidentités lorsque l'on parle de visibilité et de représentation, il convient de se demander en premier lieu qui est représenté dans ce grand ensemble des minorités de genre. Sommes-nous tous autant représentés ? Réponse rapide, non. Les personnes trans dites binaires sont les plus représentées. Celles qui transitionnent médicalement sont les plus vues, pour ne pas dire scrutées. C'est vrai aussi bien au cinéma que dans les médias. Des émissions de télé-réalité comme Tellement vrai, oui c'est vrai,
et autres reportages société, aux reportages dans la presse écrite. La transition fascine, la transition obsède. Il s'agit de montrer un phénomène qui sera à la fois perçu comme étrange, lointain, et qui semblera s'inscrire dans une manifestation de changement perçu comme complet pour des références cisnormées. De fait, la volonté de non-transition est absente. Les non-binarités également. L'NBiphobie se manifeste d'ailleurs dans cette asymétrie des représentations. Notre impossibilité à théoriser la sortie de la binarité entraîne un manque d'identification et des stéréotypes prenant le dessus. Les personnes trans représentées et visibles sont blanches. Il s'agit en fait de la répétition au sein de la communauté queer de dynamiques sociales largement dominantes. Être queer et blanche, et blanche, c'est rester pétri des privilèges de la blanchité que la queerness n'efface pas. Aussi, l'existence, la présence et les spécificités sociales des personnes trans racisées restent largement invisibles. Pire qu'une invisibilité, il y a une impossibilité à penser une réalité. Seule exception, l'inconscient raciste qui associera de façon privilégiée une image de la transidentité très stéréotypée aux personnes trans thaïlandaises et brésiliennes, sans même réfléchir au contexte dans ces deux pays. Outre ces deux cas, il s'agira d'associer la transidentité déjà mal cernée à une personne blanche, la blanchité étant la neutralité. La même dynamique s'opère avec les personnes trans handicapées. Le mot scruter me fait tiquer. On est à la limite entre scruter et se documenter pour mieux comprendre ce qu'il traverse. Oui, c'est ça. Question que je me pose souvent quand j'écoute le youtubeur dont je parlais de son expérience. En fait, les traitements médiatiques autour des transitions notamment encouragent un espèce de côté hyper voyeur. Je pense que c'est pour ça que le verbe scruter est utilisé. C'est qu'il y a ce truc très voyeur de « Ah là là, qu'est-ce qu'il se passe sous les sous-vêtements des personnes trans ? Ah, donc en fait, cette personne a transitionné totalement, donc en fait, elle a carrément changé de sexe, donc c'est bon, on peut la considérer vraiment comme tel ou tel genre, tu vois. » Il y a ce truc de scrutation, de voyeurisme, un peu malsain, qui est parfois encouragé par les médias traditionnels lorsqu'ils parlent de transition. Non, justement. Non. Tout réside dans le fait de qui parle et qui réutilise après l'information, tu vois. Et qui consomme cette information aussi. En réalité, et c'est, Lexi en parlait quelques chapitres plus tôt, c'est que, c'est pas si important ce qui se passe dans leur slibard, quoi. Enfin, on s'en fout, en fait. Mais qu'il y a ce truc très voyeur, que les gens, à partir du moment où ils sont au courant qu'une personne est trans, ils ont ce truc de vouloir absolument savoir si la personne a transitionné complètement ou non. Et c'est fou. En fait, je trouve que poser la question est malsain, parce qu'en fait, ça nous regarde pas. Mais si une personne trans a envie de parler de ce sujet-là, il faut la laisser faire. Pour moi, c'est tout... Après, je sais pas, moi, je veux pas parler à la place des personnes trans. Je prends juste appui sur ce que Lexi racontait des chapitres plus tôt. Hein. Je paraphrase juste. Mais oui, tant que... Enfin... Quand c'est une personne concernée qui prend la parole, c'est important de la laisser parler. Ce qui est pas sain, en revanche, c'est d'instrumentaliser ces discours-là pour faire du clic. Et c'était le cas de l'émission Tellement Vrai. Qu'importe le sujet, c'était pour faire du clic. C'était pour que ce soit très voyeur, c'était pour que l'originalité soit montrée comme vraiment quelque chose en marge, quoi. Pour choquer presque, pour se dire « Oh là là, mais waouh, il y a des gens tellement bizarres !» Voilà, c'était un peu ça
Oui, comment était monté Tellement Vrai, c'était un peu ça. Donc c'est pour ça, je pense, qu'il y a ce côté scruté, voyeur, etc. En fonction de comment c'est instrumentalisé. Là, par exemple, le reportage d'Océan. Je vous conseille de regarder plutôt ça, d'ailleurs, le documentaire d'Océan qui parle de ça, plutôt que de regarder une émission Tellement Vrai qui va instrumentaliser ces sujets-là. Je sais pas si j'ai... Attendez. C'était sur France TV, je crois. Ouais, c'est une série qui fait 27 épisodes. Ah, il y a 3 saisons. Et cette série-là, je pense qu'elle est très importante à regarder. Je ne l'ai pas vue. Mais ça, c'est des documentaires plus importants, en fait. Parce que je pense pas qu'il y ait ce côté... Ouais, voyeur, dans le montage notamment. Dans les commentaires, etc., etc. Parce que là, c'est vraiment Océan qui a documenté toute sa transition. Enfin, toute, je sais pas, mais il y a des thèmes très forts comme le concept de faire famille, etc. Enfin, oui. J'en ai vu pas mal d'extraits, mais je l'ai pas vu de bout en bout. Mais voilà. Merci, Bédorien. L'impératif de recul et de déconstruction des apprentissages oppressifs doit être un absolu partout. Or, l'absence de ce travail a des conséquences très concrètes dans les faits. On parle et on montre déjà peu les personnes trans, mais l'entonnoir est d'autant plus serré que les filtres culturels et sociaux qui font de la sélection des personnes trans rendues visibles écrasent une large partie de la communauté. Une subdivision est faite, qui crée des minorités dans une minorité. Il s'agit ici d'une dynamique que les personnes trans les plus privilégiées répètent dans les espaces et les contenus produits par elles et par les personnes cisgenres qui décident de créer des représentations. C'est le cas de façon quasi systémique en France. Une situation qui tend à changer, notamment dans la fiction, aux États-Unis, comme nous aurons l'occasion de l'évoquer plus tard dans ce chapitre. Ah non, mais y a pas de souci, hein. C'est le but aussi, enfin je veux dire, si je voulais le lire toute seule, ben je le lirais toute seule, quoi. C'est cool de pouvoir réfléchir à tout ça. Et je pense que c'est important, aussi, en tant que personne cis, de se questionner sur ça. Sans prendre la place. Encore une fois, c'est pas mon but ici n'est pas de prendre la place de qui que ce soit. C'est juste de partager les discours et de montrer qu'en fait, si vous voulez vous renseigner, vous éduquer, en fait, c'est possible. Donc, qu'il y a un côté très très faux quand les gens ne veulent pas s'éduquer. En prétextant que c'est difficile de le faire. Alors qu'en réalité, ça demande juste de l'empathie. Et après, une fois que bah juste t'es empathique et que t'écoutes les autres, bah tu trouves des moyens de te renseigner. Être trans, mais pas que. Un autre biais qui nourrit largement l'orientation des représentations est la propension des personnes cisgenres à n'envisager les personnes trans que comme trans. Et ça, c'est le souci aussi dans pas mal de séries, de films, etc. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parfois, il y a des personnages qui ne sont dans des séries ou des films que parce qu'elles sont trans. Et c'est dommage. Parce qu'en fait, on résume pas une identité uniquement à cela. Mais aussi à universaliser les vécus trans pour noyer l'individu dans un ensemble.
Des réalités qui se manifestent dans les discussions que l'on peut avoir, un peu comme quand on évoque le fameux « Ah, mais j'ai un autre ami homo, vous allez vous adorer ». On tend rapidement à devenir le ou la trans. Combien de fois ai-je entendu « Ah, mais je connais une autre fille trans, elle habite dans un village paumé du Québec, tu dois la connaître ». Il ne s'agit pas que d'un non-sens qui est rencontré dans la vie privée. La perméabilité de l'ignorance l'amène dans tout ce qui nous concerne, y compris les représentations artistiques, médiatiques, politiques. Ce regard qui tend à isoler la transidentité crée une image d'homogénéité fausse. Il s'agit d'un raccourci logique. Former un seul groupe et lui trouver ses spécificités donne l'image d'une réalité claire et facile à aborder pour les personnes qui ne sont pas concernées. De fait, c'est sur cette image homogène que sont faites les représentations culturelles. Très intéressant du coup. Vous voyez comment se construit une représentation. C'est parce qu'on homogénéise un groupe que du coup, on se repose sur cette image homogène qui en fait n'existe pas pour créer les représentations culturelles. Les gens sont vraiment cons en vrai parce que c'est comme dire tous les mecs cis sont les mêmes. Bah c'est... ouais. Après bon, les hommes... Non, je... J'en étais où? À propos des personnes trans, c'est ce réflexe qui explique en partie les asymétries de visibilité entre personnes trans dites binaires et personnes trans non binaires. Autre souci, l'homogénéisation est rarement pensée par les personnes trans. Autre problème, c'est que, si c'est forcément vu de l'extérieur, c'est forcément biaisé. Mais, enfin, on peut pas être objectif. C'est ça que je veux dire, mais si c'est homogène, en général, c'est que ça a été vu par l'extérieur et par quelqu'un qui n'est pas concerné. Parce que des identités, il y en a tellement une multitude que ça peut pas être homogène. Les raccourcis à propos des personnes trans sont faits par des personnes cisgenres. Ces limites deviennent un outil intéressant pour les militants-militantes qui peuvent cibler les manques. Ainsi, certaines caractéristiques spécifiques sont retenues et montrées dans les différentes créations à propos des transidentités. Elles illustrent des curiosités très ancrées dans le corps, la psychologie supposée des concernés, les changements, etc., qui n'intéressent qu'une partie de la communauté et de ses membres. Nous reviendrons sur ces motifs les plus repris associés aux personnes trans lorsque nous parlerons de traitement médiatique et du cinéma. Encore une fois, par exemple, vous voyez le film qui, moi, me vient en tête, c'est Danish Girl. Et c'est l'histoire de la première transition, au final, transition médicale. Alors que, il y a des tas d'autres choses dont on peut parler. Retenons ici que le cas des personnes trans se rapproche de celui d'autres minorités sociales. Il ne s'agit finalement presque jamais de réfléchir les personnes trans comme des unités individuelles mais multipolaires. L'image s'arrêtera sur l'AE trans. Sans réfléchir à ces autres facteurs identitaires, on ne supposera jamais les questions de genre, de race, de classe hors de la communauté. Une démarche qui ne peut pas donner à voir et à penser les problématiques que rencontrent les personnes trans dans leur intégralité, et qui sont à l'intersection de plusieurs questions sociales. Transidentité, oui, mais qui entraînent précarité économique, inégalité de droits, précarité de santé physique et mentale. La réalité des personnes trans, un objet d'étude sociologique nécessairement pluriel. L'approche multifactorielle est la seule qui permet d'approcher la réalité liée aux transidentités. La sociologie a tendance à réfléchir à un groupe et à ses spécificités et aux dynamiques qui en font un objet de violence sociale. C'est une démarche absolument nécessaire, et c'est celle qui a été menée dans ce livre. L'un des enjeux qui devrait plus souvent accompagner les recherches en sciences sociales est aussi de rappeler que les objets d'étude sont des personnes, une mosaïque d'individus. Sans cette présence humaine, on perd la pertinence et tout un pan de la démarche pédagogique, celle de réussir à créer une empathie, à rendre compte de la réalité des personnes trans. Si nous avons un certain nombre de réalités en commun, il n'est pas possible de faire un portrait type de la personne trans, ce qui est pourtant sans cesse recherché dans les médias, la fiction et l'inconscient collectif. Comme tout le monde, nous avons des passions, des familles, de sang ou choisies.
Nous avons des religions et des cultures différentes. À l'échelle de notre communauté, nous n'avons pas tous les mêmes convictions politiques. Vouloir brosser le portrait de ce qui serait intrinsèquement la transidentité est naïf et peu utile. Faire entendre des narrations individuelles et chercher des points de convergence entre personnes trans me semble plus réaliste et respectueux. Oui, certes. Qu'est-ce qui nous reste? Je regarde juste. Parce que comme je dois arrêter à 11h... Ok. Ah, il y a 3... Il y a 3 sous-parties à ce chapitre. Ok, bon, je fais une mini pause pipi, je reviens.
Poireux. Des représentations et des sources insuffisantes. Certes, la création concernant les personnes trans existe, même si elle est majoritairement aux mains de personnes cisgenres. Rédaction journalistique, plateau de réalisation, jusque dans les départements d'études de genre et dans les publications, hors témoignages directs. Ces représentations sont-elles suffisantes ? Au cinéma, nous avons mentionné quelques chiffres dans le premier chapitre. Le site de référencement cinématographie IMDb compte 52 366 référencements sur ce volume. 462 films sont directement associés au mot-clé trans. Il est donc possible que la production de films sur le sujet soit plus importante, hors référencement de tags. Sur le nombre, les documentaires sont majoritaires. Sur le site, seul le film Tangerine est référencé comme faisant jouer des femmes trans. D'autres existent, dont Porte Autorité avec Leyna Bloom, A Fantastic Woman avec Daniela Vega, Boy Meet Girl avec Michelle Henley, Lola vers la mer avec Mia Bollard. I don't know. La participation directe des personnes trans dans le cinéma de long métrage reste une exception. Ma porte a claqué, je vais juste la rouvrir. Hop là. Nous nous intéresserons plus loin au contenu de ces films, aux motifs et choix de réalisation. Ici, soulignons que la transidentité reste un sujet de niche au cinéma. C'est relativement moins le cas dans les séries animées et filmées. On peut évidemment se demander sur quel serait le nombre suffisant de films concernant les personnes trans. Les critiques estiment que les personnes trans étant minoritaires, il est logique que les films le soient aussi. À ces points, on peut répondre que les problématiques importantes au-delà du chiffre sont d'ordre économique et qualitatif. Nous y reviendrons. Par ailleurs, un argument souvent avancé est que les autoristes sont amenées à jouer des situations qu'elles ne vivent pas. Il s'agit souvent de métiers, pas d'identité. La question de la proportion de films sur les personnes trans est liée à une non-volonté. Mélanie ? À une non-volonté. Il y a Yamato dans One Piece, qui est d'ailleurs je trouve pas une mauvaise représentation, parce que ce n'est pas un sujet. Il y a aussi dans One Piece, il y a plusieurs d'ailleurs représentations trans. Il y en a plein. Mais oui, Yamato est vraiment un personnage incroyable. Je ne sais plus où j'en étais. Mon clé... Ouais. Bah, en soi... c'est plus une question de vocabulaire qui est problématique. J'en avais parlé notamment concernant Ivankov. C'est qu'en fait, ben, les chapitres où on le rencontre, où on rencontre Mami Iwa, ça date d'il y a... Oui, mais du coup, c'est pas les personnages trans qui sont problématiques. C'est Sanji. Je trouve les personnages trans pas sujets à moquerie. Ils sont pas construits pour qu'on se foute de leur gueule. Ils sont badass, en fait. Mais juste... je sais pas si c'est dans la traduction ou dans les mots de départ, mais le vocabulaire utilisé est pour le coup mauvais. Mais je pense que c'est un résidu de l'époque à laquelle ces chapitres ont été publiés. Parce qu'il y a quand même beaucoup le terme travelo. Voilà. Et ça, c'est un problème. Mais je pense que c'est un résidu de l'époque à laquelle
ça a été publié. Mais voilà. Après, à part Sanji et d'autres personnages qui ont des relations transphobes, des réactions transphobes, les gens qui utilisent ce vocabulaire sont les personnes concernées. Donc après, on peut, si on le suranalyse, on peut se dire, ah, est-ce qu'ils n'utilisent pas ce terme pour se le réapproprier et s'en pouvoirer? Je pense pas, je pense juste que c'est parce que ça date et que, en fait, le vocabulaire était pas le bon, mais voilà. Le personnage principal ne juge jamais personne, c'est très puissant. Oui! Et c'est pour ça que moi, One Piece, ça m'énerve qu'il y ait des personnes transphobes et racistes, par exemple, qui aiment ce manga. Parce que je me dis, mais vous n'avez vraiment rien compris. Enfin, on est juste sur un mec qui veut libérer les peuples. Du coup, enfin, vous n'avez pas compris le propos. Voilà, vous n'avez vraiment pas compris le propos. Mais bon, et attends, et Nami et Robin, elles ont des gros nibards. Du coup, moi, ça me fait plaisir. J'aime trop les gros nibards. Oui. Puis pareil. Ah, Yamato, il nibard. Oui, mais du coup, pourquoi tu acceptes que Yamato soit un mec avec des nibards, mais tu es transphobe? Mais oui, parce que tu es con, voilà, parce que tu es con, eh oui. Ouais, Yamato, j'aime vraiment beaucoup ce perso. Mais oui. C'est vrai. C'est tellement en plus... C'est vrai, j'avais pas pensé à ces représentations-là. Mais oui. Oui, oui. Il y a beaucoup de fluidité. Même si, évidemment, il y a des personnages qui sont très sexualisés et c'est fatigant. Mais il y a pas mal de... mince, de fluidité chez plein de personnages. Il y a les deux frères aussi de l'équipage de Barbe Blanche qui sont habillés en geisha. Et vice versa, enfin... Ouais. Ouais, c'est ça. Mizo et Kiku. Mais Kiku, je crois qu'elle se considère comme femme pour le coup. Mais Iso, non. Et pour le coup, ben il y a une fluidité. Il y a beaucoup de personnages qui ont une fluidité de genre. Tu vois. Et c'est chouette, des représentations comme ça. Bah, et que ce soit pas le sujet. Sanji la drague, mais Sanji il voit une paire de seins, il drague. Bah, et même tu vois, même si le vocabulaire est mauvais, l'île de queue d'étrave, c'est littéralement un endroit où les gens sont libres d'être de leur genre. Sanji voit Bonnie qui a 12 ans, même si elle fait 21, il la drague pas. Oui, enfin bon. Rare exception. Non mais oui. Moi vraiment le personnage de Sanji m'énerve.
Il y a plein de trucs cool, mais vraiment, il me saoule. Là-dessus, il me saoule. Ouais, oui, c'est sûr. On va en parler pendant des heures et des heures. Ça va être intankable. Excusez-nous. Alors. J'aime trop en parler. J'avais fait un article. Il y a quelques mois. Allez. Bref, on s'en fout. Alors, dans le cadre de ce chapitre, j'ai utilisé ma plateforme pédagogique sur Instagram pour poser des questions à mes abonnés trans. Faire un petit sondage pour tester le rapport des personnes aux sources. À la question « En étant trans, combien ont déjà eu besoin d'avoir accès à des informations précises sur leur identité sans trouver de réponse claire ?» 1403 personnes ont répondu. 90 d'entre elles se sont retrouvées sans accès à des informations pourtant nécessaires. Certaines de ces personnes ont témoigné à l'écrit d'un vrai désespoir ou d'une frustration face à ce vide. Une réponse confortée par une autre question posée, considérez-vous qu'il y a un manque de recherche et d'informations factuelles disponibles sur les transidentités? Ici, 1805 personnes ont répondu et le résultat est sans appel. 98% des personnes trouvent que les ressources manquent. Puis, la question. Combien d'entre vous ont décidé de mener des recherches et de créer un contenu accessible pour y pallier a été posée. Sur le panel de 1254 personnes, 47% se sont lancés dans ce travail de recherche, de synthèse, d'écriture et de partage. Un effort qui illustre un besoin criant et un manque d'offres hors de la communauté. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, paraît-il. Enfin, la dernière question portait sur la nature des sources disponibles. Combien d'entre vous ont cherché des informations sur leur identité et les ont trouvées sur 1. Des sources produites directement par d'autres personnes trans, ou 2. Des sources gouvernementales, médicales et académiques. 1669 personnes ont répondu et la réponse illustre l'importance de la transmission et du travail de pédagogie intracommunautaire puisque 92% ont trouvé leur réponse dans des productions de personnes trans. Petit bilan, mais ça va, oh. Désolée, je peux pas mettre le livre sur la cam. Petit bilan à ce stade de notre réflexion sur les visibilités et les représentations, elles sont utiles. Elles permettent une identification au pouvoir thérapeutique et cathartique immense. Elles créent un sentiment d'appartenance et d'existence. Elles sont aussi des sources d'éducation nécessaires à la compréhension objective de soi et d'aide lors de questions précises. De fait, la constatation est claire. Quel que soit le besoin, les ressources manquent. Et quand elles existent, le rôle des personnes trans dans leur création est central, mais trop souvent ignoré. Hors de la communauté. Dans les médias, un domaine de représentation et de visibilité en particulier illustre le manque de connaissances et les conséquences parfois très néfastes de celles-ci autour des transidentités, le journalisme et le traitement médiatique des personnes trans. La présence de personnes trans dans les médias dits traditionnels français n'est pas nouvelle. Déjà en 1934, le magazine Voilà consacrait dans 5 numéros consécutifs une chronique à la transition de Lily Elbe, voilà. Peintresse danoise immortalisée dans le film à succès Danish Girl. La chronique intitulée Un homme change de sexe, d'après les documents authentiques et scientifiques réunis par Niels Hoyer, illustre la confusion sexe-genre pour désigner la transition autant que la fascination pour la chirurgie génitale qu'avait effectuée Elbe avant son décès. Près de 100 ans plus tard, les titres restent aussi tapageurs et fétichisants. Fétichisant était le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. La fétichisation. Voilà. C'était ça que je cherchais comme mot. Les archives de l'INA conservent la première apparition télévisée d'une personne transgenre en France, en 1946. Des plans rapprochés, pas de voix off. Quelques phrases de la jeune femme qui se présente. Voyez ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est dans le montage aussi. Cette fétichisation, ce voyeurisme, le fait de scruter comme ça, de manière malsaine. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une chronique, encore moins d'une émission, plutôt un regard curieux qui utilise le média plus moderne de son temps pour en assurer la diffusion. Regardez ! Ouais, c'est ça qui est un peu bizarre. C'est ce truc de ne rien expliciter, de ne rien discuter, c'est même pas une chronique, on veut juste montrer. Comme à l'époque des zoos humains, vous voyez ? Ça craint, en fait. C'est pas ça qu'on veut. En 1946, de 1946 à 2020, les émissions de télévision se sont multipliées, parfois à des heures de grande écoute et sur des plateaux populaires. En 1980, Aujourd'hui Madame consacre une émission à Marie-Carole,
blablabla. Ubrecht, qui témoigne de son parcours de genre, son enfance, sa transition. En 87, la transition très médiatisée de la tenniswoman Renée Richards entraîne documentaires et débats sur les antennes françaises. La présence trans dans nos médias n'est pas récente ou inexistante. Elle reste cependant une exception et ses traitements sont répétitifs et décidés par des journalistes qui y font systématiquement jouer leur cisgaze. Une situation qui ne participe pas à créer une visibilité réaliste et qui perpétue les motifs, les mêmes fantasmes, les mêmes motifs et les mêmes fantasmes. Corps, transition, sexualité, traumatisme, agression. C'est pour encourager la curiosité malsaine, oui c'est ça. Un listing exhaustif de tous les recensements médiatiques n'est pas ici le sujet. Penchons-nous sur quelques titres plus récents de presse écrite et spécifiquement sur les présentations médiatiques. Les représentations médiatiques lors de suicides, tentatives de suicide ou assassinats transphobes. Les sujets ne sont ni anodins ni légers. Ils incarnent les extrémités les plus violentes de la transphobie. Si les suicides attirent modestement l'attention ou sont tout du moins conscientisés comme une réalité plus présente pour la communauté trans que pour n'importe quel autre groupe sociologique, ils sont encore trop souvent considérés comme des drames personnels, des tragédies individuelles qui seraient la conséquence d'une situation psychiatrique fragile, d'un isolement. Non, les suicides des personnes trans sont sociaux. Ils sont une question de santé physique aux origines politiques, économiques et sociales. En août 2018, Vanessa Campos, femme trans, travailleuse du sexe et migrante, est tuée dans le bois de Boulogne. 2 ans plus tard, en février 2020, c'est au tour de Jessica Sarmiento. France Info, Le Parisien, 2 médias à forte audience les ont mégenrés. Ceux qui ont utilisé le terme de transsexuel furent encore plus nombreux. En septembre 2019, une jeune femme trans brésilienne a tenté de se suicider dans Paris en sautant dans la Seine. Le Parisien couvre l'événement en parlant d'un homme en robe. Aucune modification n'est apportée. En septembre 2020, à Montpellier, une jeune femme trans de 19 ans, Douna, s'est suicidée en gare Saint-Roch. Le média montpelliérain My Metropolitan a également mégenré Douna. Dans tous les cas, le traitement d'informations aussi profondément triste est bâclé, montrant le manque de soins accordés à la communauté trans. Quand nos corps ne suscitent pas des lignes empreintes d'un mépris amusé, ils ne sont pas respectés. Aucune recherche auprès d'associations comme Acceptez Transgenre n'est menée avant écriture. Cela permettrait pourtant d'obtenir une identification correcte des personnes, d'éviter de leur manquer de respect et de perpétuer une forme de transphobie totalement acceptée qui crée à chaque nouveau drame le même effet sur les personnes trans. Plus de colère, plus de solitude et toujours plus le sentiment de ne pas compter, de ne pas être comprise. D'autant que ce ne sont encore trop souvent que nos morts qui font l'objet d'attention dans les médias, qui ne font pas l'effort de creuser le sujet ou de contribuer à chercher des solutions ou encore à visibiliser nos paroles de notre vivant. D'où vient ce souci dans le traitement médiatique? Certainement d'un manque de formation. Les écoles de journalisme n'incluent pas de module de sociologie, ne font pas appel à des formations spécifiques par des associations queer. La question des personnes trans est une zone grise dans leur formation professionnelle. C'est le point de vue de la personne cisgenre qui vient combler ce manque, qui ignore encore trop les réalités et prend donc l'automatisme de les combler parce qu'elle croit savoir un vocabulaire désuet, un positionnement non objectif, voire dégradant. Les médias spécialisés s'en sortent mieux, mais manquent d'une diffusion et d'une consommation par des personnes hors des communautés queer. L'AJLGBT, Association des journalistes LGBT, est un exemple d'organisme regroupant des journalistes de médias divers, ayant en commun l'appartenance à ces communautés. Elle tente d'apporter une documentation destinée aux journalistes pour un meilleur traitement de l'information nous concernant. L'engagement des professionnels cisgenres et hétérosexuels manque encore. Un manque qui se tient dans une logique capitaliste. Les personnes trans font vendre quand elles sont pliées à la curiosité du regard cisgenre. Notre capital rentabilité s'effondre quand il s'agit d'en sortir pour utiliser les médias à des fins politiques. Les personnes trans sont soit soumises, soit polémiques. Nos voix dérangent. Dans les séries sont aujourd'hui le support de représentation le plus positif et inclusif concernant les transidentités. Plusieurs raisons peuvent être avancées. Premièrement, le format plus court et morcelé entraîne une consommation qui crée relativement moins de réactions virulentes et immédiates que pour un long métrage qui rend visible plus longuement la minorité encore considérée comme de l'ordre du lobby ou de l'agenda. La production de séries est aussi en moyenne suivie d'enjeux financiers moindres, davantage considérés comme un divertissement là où les longs métrages sont plus souvent catégorisés comme de l'ordre de l'art. Une division que je laisse à l'appréciation de mon distingué lectorat. Une différence absolument majeure entre séries et cinéma est la visibilité spécifique des personnes non binaires. Que ce soit les séries d'animation comme Steven Universe ou She-Ra,
ou des productions filmées comme Orange is the New Black ou Good Omens. Elles offrent un espace unique aux représentations non-binaires, une présence rare qui illustre d'autant plus leur absence dans d'autres productions. C'est également dans les séries que l'inclusion des personnages trans est la plus forte, lesquels participent à l'intrigue sans que leur identité de genre en soit le cœur ou leur seul trait marquant. Le test de Vittorusso. Le test dit de Vittorusso permet d'analyser les représentations de personnes queer développées par le cinéaste cofondateur de l'association américaine GLAAD. Ce test vise à établir une qualité, un réalisme de base dans les images de personnes queer en général. Il comporte 3 points. Le premier, le film ou la série doit comporter un ou plusieurs personnages clairement identifiés comme queer, sans forcément qui ait à le décliner. Deuxième point, ces personnages doivent être définis par d'autres caractéristiques, traits de caractère et intérêts que leur identité. Si ce n'est pas le cas, cela démontre une construction de personnages pauvres qui fait des personnages queer seulement des tokens identitaires, et pas des personnages à part entière. Enfin, troisième point, ces personnages doivent être utiles à l'intrigue générale. Ces représentations queer ne doivent pas devenir des ressorts comiques, dramatiques ou seulement servir à un propos social, mais montrer la vie des personnes marginalisées, mais appartenant à la société. De fait, les séries sont les supports qui remplissent le plus les 3 critères de ce texte. L'exemple du personnage de Théo dans la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina me semble intéressant. Théo est un jeune homme trans qui a ses propres intrigues secondaires dans la série et dont l'identité participe à son rapport à la magie existante dans l'univers de la série. Si la transphobie est représentée, elle n'est pas la seule dynamique vécue par Théo. Le rapport à la dysphorie, le corps ou la tristesse ne sont pas omniprésents. Théo n'est pas un personnage triste et isolé, au contraire. Au cinéma, le cinéma est extrêmement sélectif dans son choix de personnages transgenres, de situations et motifs les concernant. Les femmes trans sont plus largement représentées, une situation qui est également vraie dans le traitement médiatique, comme l'a constaté la chercheuse Karine Espinera. Les représentations de femmes trans, reprenons en somme nos statistiques compilées depuis le site IMDb, en gardant en tête qu'elles sont indicatives sans être absolument démonstratives, du fait du choix d'une unique plateforme de référencement et que les films pris en compte sont ceux qui sont directement associés aux mots-clés trans, transgenre, femmes transgenre et transsexuel MTF, en anglais, dans la recherche initiale. Cette recherche permet d'aboutir à une liste de 49 films. Les drames forment la plus grande partie, 32,9%, suivis par les documentaires avec 19,5%. Le reste des genres incluant des représentations de femmes trans dans la comédie, la romance, le biopic et le thriller. Dans cet ensemble, plusieurs idées sont à retenir. Les mots-clés associés à tous ces films sont majoritairement sexuels. Ramènent les femmes trans à leur assignation de naissance et à l'identité masculine gay, male frontal nudity. Pour ce qui est des productions, les 10 films les mieux notés comme les plus vus sont tous réalisés par des personnes cisgenres, évidemment. Sur ces 10 films, 2 seulement sont des documentaires et une seule fiction met en scène des actrices qui sont des femmes trans. Est-ce que ces représentations ont un point commun? Quelques-uns, mais le genre du film fait varier certains motifs. La sexualité et le corps des femmes trans sont une constante. Une volonté de pseudo-introspection psychologique concluant à un personnage fragile, blessé et seul est aussi très récurrent. L'idée de solitude se retrouve même dans des films acclamés mettant en scène des femmes transgenres. C'est notamment le cas dans Une femme fantastique. Un motif intéressant qui illustre la centralité du cisgaze, ignorer l'importance de la communauté dans les vies trans, qu'elle soit physique ou virtuelle. Une communauté à laquelle les réalisateurs ou scénaristes n'ont pas accès et ne pensent pas. L'image de la femme fatale et séductrice, incarnant un piège en gardant secrète son assignation de naissance, est aussi présente, parfois en supposition, à l'image d'un personnage au fond fragile. Ce motif est popularisé dans les années 80. Dans la comédie, c'est souvent la transidentité de la femme elle-même qui est utilisée comme ressort comique. C'est le cas dans le fameux Ace Ventura de 1994, où la transidentité du personnage de Lois Einhorn est présentée comme ridicule et dégoûtante, et prétexte à une scène de dégoût avec renfort de vomi. Super. Le cinéma d'horreur a lui aussi utilisé le stéréotype de la femme trans folle, instable du point de vue psychiatrique, en représentant plusieurs femmes trans tueuses en série. Le silence des agneaux, Dressed to Kill ou encore Sleepaway Camp sont autant d'exemples dans les registres pourtant très différents de l'horreur.
L'association de la femme trans et du travail du sexe est aussi un motif privilégié. Si elle reflète en partie une réalité sociologique, l'association est plus utilisée pour renforcer une image de marginalité sociale, de pathos et d'instabilité, qui démontre autant la transphobie que la putophobie du cinéma. Les bons films montrant des femmes trans manquent, rarement réalistes, souvent pathétiques. Le plus récent s'oriente vers la tranche de vie, le drame familial. Danish Girl et Girl sont deux exemples de films cherchant, dans l'intention, à montrer une image sensible, mais tombent dans des stéréotypes d'hyperféminité. L'image d'un certain égoïsme et d'une fragilité. C'est vrai. Enfin, j'ai vu qu'un des deux, mais c'est vrai. Les vieux clichés ont la peau dure quand le regard cisgenre continue de décider. Une plus grande visibilité des femmes trans. La transféminité captive parce qu'elle entre dans un inconscient sexuel des hommes cisgenres. Que ce soit par la fascination d'une féminité perçue comme transgressive de l'hétérosexualité ou comme exacerbée selon les préjugés, il y a aussi toute une rhétorique sociologique inconsciente autour des privilèges. Une personne qui, dans un schéma extrêmement simpliste, en viendrait à renoncer à ses privilèges et à sa place dans le groupe des hommes fascine. Sa décision suscite curiosité et indigne. Cela, plus l'attrait exotique, crée un cocktail parfait pour faire de la femme trans un sujet d'observation et de tentative d'analyse. Il y a à l'inverse moins de sensationnalisme autour des hommes trans qui rejoindraient le club des forts. J'ai soif. Représentation d'hommes trans. Les représentations sont moins nombreuses mais n'échappent pas au même biais que pour les femmes trans. 39 films sont référencés sur IMDb. Coucou Lilm. Bon l'erc. Et 43,5 sont des documentaires. Les hommes trans gagnent généralement en muscles, prennent de la pilosité. Leur passing est souvent perçu comme convaincant et leur assure de passer inaperçu dans les codes de la cisnormativité. Dans un inconscient transphobe, une femme trans sera perçue comme étriquée dans un corps aux marqueurs vus comme restant masculin. Voix plus grave, pilosité plus importante. Des éléments de réponse qui dénotent surtout une perception extrêmement biologique et transphobe du genre. Les autres genres dans lesquels les hommes trans sont représentés sont les drames, 24,2%. Suivis à égalité par la romance et la biographie, les drames familiaux et la science-fiction. L'absence notable de la comédie illustre ce regard globalement moins moqueur et méprisant pour les hommes trans. Ici encore, les productions restent cisgenres et les acteurs trans sont encore moins présents, pour ne pas dire totalement absents. Les mots-clés associés attestent également d'une fascination pour la transition et le corps, mais son traitement, notamment dans le documentaire, sera souvent plus factuel et moins sexualisé, même si l'association aux images de lesbiennes reste présente et nous rappelle que les hommes trans aussi sont fétichisés. D'autres mots-clés, crying et death, renseignent sur l'importance des histoires dramatiques, dont le film Boys Don't Cry est l'exemple le plus connu. Il a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour Hilary Swank, qui incarne Brandon Teena, un jeune homme trans dont l'assassinat avait été médiatisé aux États-Unis. Il n'avait pas été le seul tué à l'époque, mais son ami racisé n'a lui pas été représenté dans le film. Comme c'est bizarre. Les convergences ne sont pas encore montrées ni côte à côte. Plusieurs minorités et leurs violences spécifiques. Une idée a été assez largement répétée dans cette analyse du cinéma. Les personnes trans, derrière comme devant la caméra, manquent pour incarner des personnages qui vivent leur identité. Une question souvent débattue qui enchaîne les passions. La présence des personnes trans pour incarner des personnages trans est aujourd'hui nécessaire et devrait être non discutable. Si l'on peut débattre du fait qu'être actrice, c'est pouvoir jouer des situations qui n'ont jamais été vécues, en réalité la question dépasse la nature du jeu. Il s'agit de laisser un espace qui permet une incarnation émotionnelle, certes, mais aussi physique, permettant de montrer qui sont vraiment les personnes trans, loin des personnes cisgenres grimées de façon grossière, et qui, dans les faits, ont souvent un jeu qui plonge dans des stéréotypes comportementaux assez ridicules. Plus encore que cette présence à l'image, c'est aussi une présence dans les réseaux économiques des productions cinématographiques qui est en jeu. L'industrie du cinéma capitalise sur nos vies, nos corps, nos morts. C'est une question d'éthique que les profits générés participent à la vie de notre communauté, qu'elle ne reste pas en vase clos, à des personnes cisgenres qui se nourrissent de nous et laissent leur matériel de base dans une précarité matérielle.
J'entends déjà les grognements de désapprobation et j'imagine les sourcils se froncer. Il s'agit ici de rester dans la logique politique du « nous avec nous ». Tout ce qui nous concerne devrait être fait avec et ou par nous. Cela est valable pour les personnes trans, mais doit aussi l'être pour toute autre représentation de minorité sociale. Si cette inclusion semble encore à beaucoup artificielle, elle doit être un engagement conscient pour pallier des dynamiques de domination aux conséquences matérielles négatives. Derrière la caméra, l'enjeu est le même. La participation active à la conception théorique de films doit aussi permettre une vigilance et une surveillance de l'intégrité du contenu, qui serait largement bienvenue. Un argument souvent avancé est l'absence d'actrices trans disponibles. Un argument qui révèle à la fois le manque d'accès à des espaces communautaires où de telles personnes existent, sont visibles et en attente d'embauche, mais révèle aussi la froideur, à l'idée d'un engagement actif en sortant des agences d'actrices traditionnelles. L'appel à casting est ouvert, à condition que les appels soient eux-mêmes rédigés de façon respectueuse et consciente. Un souci qui existe au-delà des questions de transidentité, révélé notamment par plusieurs comptes Instagram qui dénoncent le racisme des annonces. Pour clore, mentionnons que les courts-métrages sont un champ d'expérimentation et de présence plus important pour les personnes trans. Le récent De la terreur, mes sœurs fut l'exemple d'une expérimentation déjantée et politique. Cela tient, comme pour les séries, en partie au format lui-même. Les enjeux collés sur le court-métrage sont souvent moins lourds que sur les longs et permettent une plus grande liberté. Les contraintes matérielles de réalisation sont aussi moins nombreuses, ce qui ouvre le format à plus d'artistes. C'est ainsi un espace de présence pour des actrices trans à part, échappant aux difficultés de casting notamment. Pour autant, s'y répètent les biais d'une réalisation cisgenre. Le récent Féroce, présenté au Festival du cinéma parisien Chéri Chéri, l'a démontré jusque dans l'écriture de son synopsis. Simon, 8 ans, je veux être une fille maman. Alma, pétrifiée, ne sait comment réagir. Elle demande de l'aide à sa voisine et c'est finalement tout l'immeuble qui va débattre sur son droit au genre. En 13 minutes et 20 secondes, des exemples de phrases stéréotypées s'enchaînent, présentés comme de simples points de vue débattus, et ce sont finalement les adultes, qui sont montrés comme ayant un droit de décision, une ligne qui aurait pu être présentée comme une volonté avec sa morale, mais qui tombe à plat et ne répète que des motifs déjà vus. Et dans les beaux-arts, le cinéma n'est pas étranger à des codifications théoriques et formelles qui peuvent participer à un monolithisme du support à propos de certains sujets. C'est pourtant l'art qui explore le plus les transidentités. Face à cela, la division classique des arts lui oppose les beaux-arts, dans lesquels peinture, dessin, sculpture... Mais nani notamment sont des zones d'invisibilité des minorités de genre. La raison en est largement historique. Ces médias sont hérités d'une organisation ancienne et politique porteuse de valeurs patriarcales. En France, la peinture, son apprentissage, son exercice et même son exposition se sont organisés autour du pouvoir royal, progressivement, au cours des XVIe et XVIIe siècles. La centralisation politique et l'affirmation d'un gouvernement absolutiste ont été déterminantes. Si la peinture a été un support de programmes iconographiques royaux hautement politiques bien avant son règne, c'est certainement Louis XIV qui a le plus encouragé une peinture de la royauté. Les sujets de la peinture se sont organisés en une hiérarchie du moins au plus noble. Les natures mortes sont l'échelon le plus bas. Les scènes d'histoire, notamment antiques, sont les plus importantes. C'est l'Académie royale de peinture et sculpture, fondée par le cardinal Mazarin et le peintre Charles Lebrun en 1648, qui présidait à cette organisation des arts. Toutes ces structures démontrent une institutionnalisation patriarcale de la création. Dans le régime royal français, le roi est souvent présenté comme un père de la nation, la monarchie est un régime masculin, hétérosexuel, cisgenre. Cette structure est répétée dans l'organisation artistique. Les sujets les plus nobles étaient interdits aux peintresses. La présence d'artistes femmes à l'académie était une exception. Seules 15 y furent admises. Tous les cours ne leur étaient pas accessibles pour des raisons de morale, notamment les cours de dessin face aux nus. Cette construction ignore totalement la possibilité d'identité queer dans ses fondements mêmes. Est-ce à dire que les présences queer sont absolument inexistantes des beaux-arts ? Non. Mais leur présence est souvent montrée par le filtre du cis et male gaze, et à destination de publics qui en ont aussi une vision déformée. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'influence de l'académie s'est amoindrie. Le statut individuel de l'artiste et la commande individuelle par des personnes fortunées ont relativement pris le dessus. En 1866, Gustave Courbet livre à Halil Shérif Pacha une huile sur toile aujourd'hui conservée au Petit Palais, le Sommeil.
Sur un format horizontal, deux femmes nues s'ébattent. Un lit de satin blanc forme comme un écrin à leur amour, des perles roulent dans les draps, des roses ornent la table de nuit. Il s'agit ici d'une représentation voyeuriste d'un lesbianisme qui ne serait pas une orientation romantico-sexuelle en soi, mais un fantasme d'homme cisgenre, hétérosexuel. Tout, dans les choix des motifs, évoque une hyperféminité stéréotypée, dans un acte de transgression, objet d'une excitation hégémonique pour l'observateur masculin. Le contexte de représentation joue aussi. L'œuvre n'a pas été montrée en public avant 1988 car considérée comme immorale ou parce qu'en des mains privées. Le premier propriétaire dévoilait cette œuvre à un public choisi et secret, une démonstration qui révèle la perception du sujet et des corps. Outre ces regards déformants, l'affirmation d'une création proprement queer dans ses acteurs et ou ses motifs est plus marginale et sort souvent des circuits institutionnels. Le portrait de Vernon Lee, peint par John Singer Sargent en 1881, est un cas intéressant. Conservé à la Tate Moderne de Londres, il a été peint dans un contexte intime, presque familial, puisque le peintre et son modèle se disaient jumeaux. Plus que l'artiste, c'est Vernon Lee qui nous intéresse. Autrice se genrant au féminin mais entretenant une expression de genre strictement masculine, Lee est peinte dans un sobre costume noir qui force une ambiguïté, une non-définition de son genre, voulue par elle-même en son temps. L'air pensif et lointain affirme une quête intellectuelle, un caractère taciturne et une volonté de dépasser une binarité qui ne correspondait vraisemblablement pas à Lee. Si en son temps l'autodétermination du genre ne passe pas nécessairement par l'usage de termes spécifiques, ce portrait peint dévoile une présence de genre non cisnormée à la fin du XIXe siècle, un exemple rare en peinture. Je ne connais pas ce tableau donc je vais juste aller voir à quoi il ressemble. Vernon Lee. Peint par John Singer Sargent. J'essaie de vous en trouver une qui est grande. Ah voilà. C'est ça ce tableau. Hop. D'autres arts graphiques ont aussi pu être support d'une exploration et d'une liberté de genre. C'est le cas de la photographie largement exploitée par l'artiste Claude Carin. Si vous ne connaissez pas d'ailleurs Claude Carin, je vous conseille de vous renseigner. Carin déclarait « Neutre est le genre qui toujours maille » et a mené dans les années 1920-1930 un travail d'autoportrait photographique, accompagnant parfois des textes qui révèlent une volonté de mélange et de déconstruction des normes de genre appliquées à son corps. Le choix de la photographie est largement révélateur. Synonyme de modernité, hors des supports considérés comme traditionnels, la photographie est vectrice de liberté. Elle immortalise aussi le corps dans son immédiateté, une affirmation de soi dans sa marginalité qui permet un message politique et artistique fort sur l'identité. Je vous montre un peu, attendez, le travail de Claude Carin. Voilà, son travail de photo. Voilà,
Je vous recommande. J'adore celui-ci, moi. Voilà. Ce tour d'horizon synthétique n'est qu'une réflexion sur l'organisation et la perception de la création artistique graphique. Il s'agissait de montrer les perméabilités à la présence trans queer, plus largement. Mais aussi les résistances et affirmations contre cette tradition culturelle et politique ancienne. Aujourd'hui, avec les supports virtuels, les réseaux sociaux et les médias communautaires, la création graphique parvient à s'affranchir de normes, en étant directement aux mains de personnes concernées. Une multiplication de supports qui gagnent. La broderie, le tatouage, la gravure ou encore le street art comme de nouveaux espaces d'expression queer. Ok, je devrais avoir le temps. Il est quasiment 11 heures, mais ça va. Ce chapitre est court et il est important, donc j'ai envie de le lire. La nécessité d'une reprise de contrôle. Je vais boire un petit coup. Nous par nous. Pour pouvoir ainsi se détacher de ces images préconçues et de ce qu'il conviendrait d'appeler un cisgenre gaze, en référence au male gaze, le regard masculin qui conditionne les présences et représentations des femmes, un enjeu central autour des transidentités est la reprise en main des narrations et images par les concernés. Cette idée a déjà été évoquée au fil des pages précédentes. Il s'agit d'une condition nécessaire à la création de représentations justes. S'il est effectivement positif de voir des personnes cisgenres ayant des postes de responsabilité dans divers domaines s'engager dans des démarches de représentation de personnes transgenres, il est important de se faire un réflexe systématique, de ne pas s'approprier le sujet. Il s'agit plutôt de s'envisager comme un vecteur qui amène la possibilité d'adapter des narrations sur des formats spécifiques, mais pas les vecteurs du contenu lui-même. Merde. Il s'agit ensuite de laisser l'espace aux personnes concernées, qui seront toujours les plus capables de raconter leur propre narration de vie ou d'avoir un accès plus pointu et approfondi aux sources qui concernent leur identité, comme le montrait précédemment notre petit sondage. Une réalité bien souvent remise en doute. Il suffit pourtant de voir la multitude de personnes cisgenres qui, souhaitant s'éduquer, se tournent vers des personnes trans pour avoir accès à des ressources. Cette pertinence, première des minorités concernées par des questions sociales, est une dynamique finalement logique. À propos de minorités, l'invisibilisation entraîne un manque de ressources académiques et politiques. Qu'elles concernent ici les sphères médicales, les recherches sur l'impact des hormones ou des différentes méthodes de transition hormonale manquent cruellement. Ou autres, c'est le besoin d'un accès à l'information qui engendre la création de synthèses, de recherches, de documentation. Une dynamique qui se double en France d'une absence criante de statistiques et d'enquêtes sociales sur les minorités, notamment religieuses. De fait, le rapport entre personnes cisgenres et personnes transgenres, quand il s'agit d'une création de contenu par des personnes cisgenres, doit s'équilibrer. Documentaires, films, émissions de radio ou télévision, littérature, l'inclusion de personnes trans à des postes de responsabilité pour penser, concevoir et créer ces documents, quel que soit leur support, est absolument nécessaire pour assurer une justice sociale dans la capitalisation des sujets qui nous concernent, autant que pour l'intégrité intellectuelle du contenu. L'important est donc ce que nous, Ensemble Trans, produisons. De fait, la création est très dynamique, l'enjeu politique du contrôle des représentations est immense. Il s'agit d'avoir la liberté de parler de soi, sans biais, et donc de véhiculer des images vraies, réalistes, qui permettront une communication directe sur nos identités, spécifiquement, et sur nos personnes en général. Une communication nécessaire entre personnes trans et avec les personnes cisgenres, pour se comprendre, pour investir des espaces de décision et, grâce à ces visibilités concernées, permettre de remplir les manques qui créent encore des situations violentes pour les personnes trans. Faire une liste exhaustive des ressources créées par les personnes trans serait impossible ici. Le chapitre dédié à la communauté a été l'occasion de mentionner des ressources pédagogiques sur Instagram et sur les structures associatives. Un autre format important est celui du zine. Un zine est un support de type magazine ou journal produit par des personnes n'ayant pas nécessairement de formation universitaire et avec une diffusion très limitée. Les zines produits par les collectifs queer sont nombreux et permettent la diffusion de recherches extrêmement pointues et engagées. L'association parisienne Queer Week organise d'ailleurs un zine fair,
un festival de partage centré sur les zines. Les personnes trans ne sont pas cependant strictement dans l'angle éducatif et hors de l'aspect théorique, militant. On peut séparer assez nettement les artistes qui abordent la transidentité dans leur création et celles qui ne le font pas. La question des artistes étant des personnes trans qui décident de ne pas aborder leur identité est assez intéressante. On ramène toujours les personnes trans à leur transidentité. Raya Martini, mannequin, notamment pour Jean-Paul Gaultier, a récemment abordé cette question dans une interview pour Elle France. Mannequin et trans, elle a à cœur de ne pas devenir la mannequin trans des marques. Est-ce politique pour des minorités de s'affranchir d'un statut auquel la majorité veut la ramener? En partie, même quand cela n'est pas directement revendiqué comme tel, il s'agit de montrer une présence libre pour elle-même, un pouvoir créatif qui s'exprime hors d'une volonté externe. L'importance d'artistes comme Sophie en musique doit être mise en lumière. Elle montre un génie créateur trans, mais qui appartient à la création, à l'art, au divertissement de tous, en amenant un espace d'identification et de sécurité pour les concernés simplement du fait de sa réalité, une superposition de la création et de l'identité qui reste importante. Chris Mosier. Né en 1980, Chris Mosier est un athlète américain. Il est devenu en 2016 le premier homme trans à rejoindre l'équipe américaine d'athlétisme pour les championnats du monde, et en 2020, le premier à participer aux sélections américaines pour les JO. En marge de ses performances sportives, Chris est politiquement engagé pour la visibilité des personnes trans dans le monde sportif et les stéréotypes biologiques dans le sport. Il est également un activiste engagé contre les politiques discriminatoires à l'encontre des personnes trans aux États-Unis, dans le milieu scolaire et sportif. Et pour ce qui est de la conclusion, eh bien, il faudra que vous lisiez le livre vous-même si vous voulez la lire. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On a terminé nos petits streams concernant ce livre. J'avais bien calculé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura peut-être appris des choses, ça vous aura peut-être fait réfléchir, ou au moins passer un bon moment. Déjà, au revoir aux rediffusés. Merci d'avoir regardé cette rediff si vous l'avez regardée. Jusque-là. À bientôt.